je pense que la notion de partage, de tolérance, de transmission, de connexion, elle prime sur tout, quoi. Sur ODH TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison des ufologues dans l'histoire ou des mémoires de l'ufologie française pour les générations futures. Je rappelle que les mémoires de l'ufologie sur ODH TV ont commencé en décembre 2011 en partenariat avec de nombreuses associations ufologiques en France, en Europe et au Québec, notamment l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, pour constituer une banque de données vidéo ou audio du savoir, des connaissances des ufologues actuels et futurs. Dans cette vidéo, je vous partage une interview d'Alain Lecairn, géomancien, ufologue, auteur, ésotériste et fondateur avec Jimmy Gueux et Guy Tarade de l'INSA, Institut mondial des sciences avancées. Il fut également vu dans les vidéocassettes Les Portes du Futur de Dimension 7 Productions. L'ufologie est toujours bâtie sur cet élan depuis l'origine, enfin l'origine c'est 1947, pour ce qui est le côté proprement événementiel, où on regarde ce qui se passe dans le ciel. Jusqu'au, tu m'as dit, RR7, rencontres rapprochées de différents types. Je pense que le problème n'est plus là. Plus là parce que à partir du moment où ces manifestations ont eu lieu en 1947, on s'est aperçu en fait, puisque nos yeux se sont ouverts, notre compréhension s'est élargie vers cette observation, que des observations d'OVNI, il y en a eu depuis l'aube de l'histoire. Et quand on regarde les mythologies comparées, quand on regarde certains artefacts que l'on a pu trouver, quand on regarde les légendes, les contes, quand on s'intéresse à l'histoire comparée de l'origine des religions, il y a toujours cette relation au ciel. Enfin, c'est quand même dingue. On parle des morts, on regarde le ciel. On parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, on regarde vers le ciel. C'est assez curieux, cette espèce de mémoire eidétique que nous avons, qui nous fait chaque fois regarder en haut. Bon, évidemment, il y a le ciel, mais il y a bien une connexion quelque part. Okay. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que il y a la nécessité de l'évidence que la connexion avec le ciel a fait que, depuis toujours, le ciel est descendu sur la terre. Jusqu'au point que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais là, c'était parce que dans notre mémoire de l'espèce, cette fameuse mémoire eidétique, on a pris de gros cailloux sur la tête. Et d'ailleurs, on explique que les civilisations ou les races anciennes se sont effondrées à la suite de cataclysmes et de catastrophes de type cosmique. Donc, ils sont parmi nous. Alors, ils sont parmi nous, mais en tenant compte, je dirais, de la multidimensionnalité de l'être, de l'espace, du temps, de la planète. Donc, à partir de là, tout ce que l'on a pu émettre comme hypothèse à propos des observations de type OVNI, ça nous amène à aller rechercher aussi bien du côté de l'histoire, que du côté des univers parallèles, que du côté peut-être des voyages temporels, tout autant que du côté de l'hypothèse extraterrestre proprement dit. Maintenant, on en est même à certaines hypothèses de type intraterrestre. Bon. C'est une réalité historique depuis 1947, mais c'est une réalité de civilisation depuis toujours, quand, effectivement, on le sait, certaines représentations décrivent, effectivement, dans des tableaux anciens, par exemple, des ovnis. Donc, l'intérêt de ça, c'est de regarder à qui profite cette espèce d'étouffoir. Alors, évidemment, les gouvernants de notre monde, les différents gouvernants, quand ils mettent un étouffoir ou quand ils discréditent
l'hypothèse OVNI, c'est effectivement pour peut-être qu'il n'y ait pas une panique, etc., ou pour simplement maintenir les gens dans une certaine configuration de pensée. Il faut regarder qui nous environne, qui prend des décisions, et au profit de qui. Ça peut très logiquement profiter à ceux qui ont intérêt à ne pas être découverts, c'est-à-dire les aliens eux-mêmes. Qui, et on le sait parce qu'ils sont, on le sait par certains accords qui ont eu lieu en 1954, à la base de Patterson avec Eisenhower, etc., ont influé pour que les gouvernants discréditent cette hypothèse OVNI et pour être tout simplement à l'abri. Donc quand on va étudier un certain nombre de cas, et ce n'est pas des cas d'observation dans le ciel, mais des bizarreries, les abductions, quand on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait appeler des anomalies historiques, ou le déplacement des conflits, ou le fait qu'on soit constamment sur ces conflits-là, ben, on est sur quelque chose qui profite à quelqu'un. C'est là où vous devez ouvrir les yeux. C'est là où vous devez sauvegarder votre discernement. C'est là où il est important que vous regardiez vers le ciel et que vous regardiez aussi votre voisin et de l'amener à percevoir ces choses-là. Parce que c'est ça, un aspect important de la vérité. Peux-tu me parler de cette deuxième humanité que tu m'avais fait part en décembre 2011, brièvement ? C'est une donnée ésotérique assez peu connue et qui fait quand même référence à la façon dont nous sommes constitués intérieurement. Il y a une humanité, c'est l'humanité la plus répandue, qui a, disons, sur le plan de sa constitution, un corps, un esprit, mais aussi une âme. Okay. Et la deuxième humanité a toujours un corps, une âme, mais la partie supérieure, en quelque sorte, est absente. Christia Sylph, une auteure que j'ai connue autrefois, parlait là d'analogues frauduleux. Alors ce sont des gens qui nous ressemblent, comme toi et moi, qui ont exactement le même type de comportement, mais il n'y a aucune capacité compassionnelle. Il n'y a aucune prise en compte, je dirais, du côté sensible, du côté altérité, de la façon dont ils vont tenir compte de l'autre qui est en face. Bon, bien sûr, dans l'humanité dite normale, il y a des gens qui ont aussi ces capacités-là, mais là, il s'agit d'être froid, qui n'ont pas cette dimension spirituelle supérieure. C'est une donnée ésotérique qui nous vient, je crois me souvenir, de l'orthodoxie. Enfin, il y a certains textes ésotériques qui parlent de l'orthodoxie et qui, effectivement, font référence à cette deuxième humanité. Il y a un problème avec ça. Parce que cette deuxième humanité, c'est les moins nombreux. Mais c'est eux, pour la plupart, qui tiennent les différents pouvoirs sur cette planète. Et ça peut expliquer, je dirais, certaines décisions lors de conflits, lors de guerres, lors de stratégies géopolitiques, qui font que parfois sont effacés de la planète des dizaines de milliers de nos compatriotes, de nos humains, de nos frères humains. Lorsque j'ai pris connaissance de cette deuxième humanité, ça a éclairé, je dirais, la façon dont on peut expliquer certains comportements, certains conflits, et parfois les décisions de nos dirigeants. Mais je ne parle pas simplement de notre pays, je parle de quelque chose à l'échelon mondial. Parce que il y a quand même une question qui se pose. Comment se fait-il que sur cette planète, depuis des milliers d'années, on va dire, depuis notre civilisation notamment, si on veut,
faire référence à quelque chose de plus récent. Comment se fait-il qu'on a absolument toutes les indications possibles et imaginables pour faire de cette planète quelque chose de beau, qui respecte la nature, qui respecte l'être humain, et comment se fait-il que chaque fois, ça ne fonctionne pas? Comment se fait-il qu'il y a des idéologies contraires, qu'il y a des conflits, etc. Et qu'il y a donc de la souffrance. Alors qu'en fait, que ce soit au niveau des philosophies, au niveau des messages des grandes religions, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsque j'ai pris connaissance de on va dire de cette théorie, mais en fait c'est pas une théorie, hein, c'est un enseignement, hein, cette deuxième humanité, je me suis dit tiens, c'est assez curieux quand même. Donc voilà. Alors moi j'encourage les gens à regarder autour d'eux, à regarder dans la petite fenêtre le soir qu'ils allument la tête des gens, ce qu'ils disent, de regarder comment les conflits se déplacent à la surface de la planète, comment ils vont lire différents récits historiques sur le passé de la planète, et de discerner, de distinguer, de comprendre ce qui se passe. Et ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a deux types de personnes sur cette planète. Il y a des personnes qui ont une capacité compassionnelle, une dimension, on ne va pas dire une dimension spirituelle, mais une dimension subtile, qui fait qu'on va simplement tenir compte de l'autre, on va simplement tenir compte de la planète, de ce qui est vrai, beau, juste, harmonieux. Et puis il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, qui sont vides. Mais je dis bien vides. Vides au niveau du regard, vides au niveau de leurs décisions. Et qui sont des gens qui, malheureusement, ont les rênes en main, comme on dit. Voilà cette deuxième humanité. C'est quelque chose de terrible. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, sur les textes qui en parlent, c'est qu'ils se reconnaissent entre eux. C'est qu'ils savent très bien que ce sont des analogues frauduleux et qu'ils se tiennent les uns les autres. Alors quand on voit les déploiements, le développement des politiques, outre le fait que ce sont des gens qui ont une psychopathologie évidente, on se rend compte que nous sommes gouvernés ou agis par des gens qui n'ont pas cette dimension, on va dire, spirituelle, sensible, mais ne serait-ce que dimension compassionnelle. Voilà. Mais ça crée quoi, ça? Ça fait quoi? Quelle est la destination? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. La destination, c'est ce qui est émis par les décisions de cette deuxième humanité. Décision, nous le voyons bien, qui ne fait aboutir sur la surface de la planète, et vraisemblablement d'un bord à l'autre de cette planète, à des conflits, à des guerres, à de la souffrance, à de la peur. Et comme s'il y avait une émission d'une certaine énergie négative. Alors qu'est-ce qu'on raconte? Et je crois que c'est Castaneda qui en parle. Il parle des flyers. Ce sont des indications qui lui ont été données par son enseignant, Don Juan Matus, je crois, d'après ses ouvrages. Et il explique qu'il y a fort longtemps, il y aurait eu sur la planète l'arrivée d'une espèce d'entité qui se nourrit essentiellement des émotions négatives. Et il faut qu'il y ait de la nourriture. Et cette absence, effectivement, de compassion, de prise en compte de ce qu'est l'autre, et la fabrication permanente de cette souffrance, de cette peur, de ces conflits, nourrit, évidemment, cette entité, ou ces entités, que l'on appelle les flyers. Les lecteurs de Castaneda savent très bien ce dont je parle. C'est aussi une manière d'expliquer ou de rendre compte au moins de cette absurdité dans laquelle nous vivons depuis très très longtemps, et qui est justement cette impossibilité, semble-t-il, que nous avons de pouvoir passer un cap. Et ce qui fait que notre civilisation, elle peut être mortelle, tout autant que
les autres civilisations qui se sont aussi succédées. Hein. Ça, ce sont des notions effectivement de type ésotérique, la plupart du temps empruntées d'ailleurs à la théosophie. Et la théosophie a été extrêmement prolixe sur l'explication de ces humanités successives, mais humanités successives qui ont chaque fois été, qui se sont déployées, qui se sont construites vers plus, alors là, depuis les Atlantes, de matérialité, mais avant, qui étaient des humanités très spirituelles. Si vous voulez, ceux qui nous écoutent pourraient comprendre cela comme le fait que, il y a longtemps, des humanités comme les polaires, comme les hyperboréens, comme les lémuriens, comme les Atlantes à leur départ, avaient une relation au vivant qui leur permettait d'utiliser leurs pouvoirs mentaux, psychiques, mais dans un sens d'amélioration. Ce qui s'est produit par la suite, c'est une densification, une matérialité plus importante, et nous sommes dans un monde dans lequel l'explication physique, l'utilisation matérielle, l'utilisation d'artefacts, fait que nous avons au fur et à mesure perdu cet accès subtil, psychique, aux forces de la nature. Et on s'est ainsi, malheureusement, détourné de ce qui est notre nature spirituelle. Alors effectivement, pour ceux qui nous écoutent, ça part d'un présupposé, c'est que ce que nous sommes, ce que nous apparaissons être, est en fait qu'une toute petite partie de ce que nous sommes vraiment. D'où évidemment le fait qu'il y ait deux humanités, et d'où le fait qu'aussi qu'un être complet est un être qui a aussi bien accès à ce qu'il va faire sur un plan matériel, dans sa perception du monde, dans ses actions, dans son explication du monde, mais qui aussi possède à l'intérieur de lui une connexion avec quelque chose de beaucoup plus subtil. Nous sommes plus que ce que nous apparaissons, que ce que nous croyons être, ou de ce que l'on nous a dit qu'on était. Beaucoup plus. Ça part de ce présupposé-là. Mais c'est quelque chose qui, au cours d'une vie, devient une évidence. Nous sommes des êtres illuminés par cette dimension, on va dire, subtile ou spirituelle. Il n'est pas question là de religion. Il est question là simplement d'une réalité que chacun peut percevoir au cours de sa vie. Que la vie, elle est universelle, elle est partout. Comme il est dit dans Contact, ce merveilleux film à partir du bouquin de Carl Sagan, si tout ce vide, il n'y avait rien, ce serait un beau gâchis, un beau gaspillage. Voilà. Nous sommes le lien, l'habitation de la vie, l'univers, tout ça, ça existe, c'est relié, c'est là, c'est présent. Donc quelqu'un qui cherche du sens, qui regarde sa connexion avec la nature, sa connexion aux autres êtres humains, est conduit naturellement à connaître, à rencontrer ce lien de la vie avec la vie. Voilà pourquoi j'ai cette étiquette d'ufologue ou de parapsie ou ceci, cela. Ça, ce sont des étiquettes, ça ne veut rien dire. Mais simplement d'être en lien avec tout ce qui nous environne. Donc, il faut chercher là. Il faut chercher dans cette direction. Il faut chercher cette connexion que nous avons avec l'universel. De tout temps, c'est notre destination, c'est notre mandat. Voilà, moi, personnellement, ce que je peux pas dire ce que je crois, mais ce à quoi j'ai abouti par rapport à toutes les informations que j'essaie de croiser dans ma vie d'ufologue ou de cherchant, tout simplement. Parce que c'est complètement absurde que nous soyons au bord de la destruction, de l'extinction, que nous soyons dans un monde qui véritablement abaisse le seuil de discernement des personnes. Je trouve ça absurde et bien évidemment révoltant. Parce qu'il y a tellement de merveilles dans l'univers, ne serait-ce que par rapport
à notre histoire, qui effectivement est une histoire réécrite, au profit d'un pouvoir, au profit de diverses gouvernances, alors qu'en fait, nous sommes bien plus anciens et bien plus que ce que nous savons de nous-mêmes. Je crois que c'est ça. Alors ça procède effectivement d'une capacité à s'émerveiller, mais sans émerveillement, comme disait Einstein, mieux vaut qu'on soit mort, quoi. Quand on parle de l'ufologie, nous parlons en fait de qui gouverne réellement, à quelle sauce nous sommes mangés. Est-ce que nous sommes une espèce d'enclos où nous sommes ou étudiés ou utilisés, cette fameuse énergie qui nourrit les flyers dont parle Castaneda. Regarder vers le ciel ou regarder les manifestations bizarres, c'est aussi regarder dans notre passé, dans notre histoire, comment elle a été réécrite. C'est regarder comment nous sommes constitués matériellement et subtilement. C'est regarder qui nous environne et qu'est-ce que nous avons à faire sur cette planète. On y est tellement peu de temps. Qu'est-ce que c'est ? 70, 80 ans, c'est rien à l'échelon de l'univers. Et pourtant, nous sommes doués de conscience, nous sommes doués de réflexion, d'intérêt, nous sommes doués d'émerveillement, d'attirance, de pulsion. Qu'est-ce que nous allons faire de ça ? Est-ce qu'on va uniquement être des machines à consommer en pillant effectivement la planète? C'est inacceptable. Il n'y a jamais eu de complot. Jamais. Ça n'existe pas. C'est un espèce de paravent que l'on met pour effectivement amoindrir les informations que nous avons. Voilà, ça nous occupe, ça nous fait regarder dans une certaine direction pour pas qu'on regarde vers une autre direction. Il n'y a pas de complot. Il y a une gouvernance. Et c'est complètement différent. C'est une gouvernance planétaire, c'est une gouvernance au profit de super pouvoirs qui dépassent très largement les nations, les idéologies, et qui est au profit de quelques-uns. Alors effectivement, la gouvernance, par excellence, c'est celle de l'argent, c'est celle du pouvoir. Je repense à ce point Tesla, des percées fondamentales sur les énergies libres. Ben, ça a été mis sous le boisseau. Mais par contre, il circule bien sur Internet ce que je disais, le fait que Tesla disposait d'une voiture qui allait très vite, qui marchait à cette énergie libre, etc. Tesla, je le rappelle, qui a eu son laboratoire qui a été saboté, un autre qui a aussi travaillé sur ces énergies, mais là sur un niveau beaucoup plus subtil, c'est le grand psychanalyste élève de Freud qui s'appelait Wilhelm Reich. Alors lui, carrément, il a été mis en tôle aux États-Unis. Et une grande partie de ces découvertes, notamment sur l'orgone, ont été mises de côté. Et ça a donné naissance d'ailleurs, ces travaux, à tout ce que l'on appelle la psychoénergétique, la psychoénergie. Et Reich était aussi un grand inventeur sur le plan de ces énergies cosmiques. Donc, chaque fois qu'il y a une découverte, qu'il y a une percée majeure, chaque fois, c'est mis sous le boisseau. Alors qu'il y a beaucoup de mystères, ne serait-ce que le plus connu, je dirais validé par la NASA, c'est les fameuses cartes de Piri Reis, qui décrivent les continents américains, et qui décrivent même le Groenland, sans les glaces. Il y a des conséquences de cette gouvernance, c'est que, globalement, on nous dit comment voir le monde, comment penser, comment évoluer aussi, parce qu'effectivement, au fur et à mesure, nos détracteurs peuvent très bien dire, vous comprenez, vous êtes en plein délire, il y a quand même des progrès qui sont faits. C'est vrai, à une certaine vitesse. On aurait pu peut-être aller plus vite, ou on aurait pu, les piles électriques existaient bien à Bagdad autrefois, on aurait pu peut-être aller un petit peu plus vite. On aurait pu découvrir l'antigravitation un petit peu plus tôt. Comment se fait-il, tout de même, qu'au début des années 50, les futurologues imaginaient
et de manière fort logique avec le développement de la civilisation, de la technologie, que, en gros, pour la fin du XXe siècle, on aurait déjà atteint Mars, voire Jupiter. Comment se fait-il qu'à cette époque, des têtes bien faites ont pensé à ça, et où est-ce qu'on se retrouve là en 2017 bientôt? On est tout juste à la banlieue, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, le développement s'est fait de manière extrêmement pernicieuse. Et à mon avis, terriblement manipulatrice, et c'est là où il y a une gouvernance. C'est qu'à l'heure actuelle, toutes les informations existent. Et quand je dis toutes les informations, c'est les informations et l'anti-information ou la contre-information. Où se trouve-t-elle? Dans Internet. On a tout sur Internet. Mais ça reste dans Internet. Alors, au lieu d'avoir eu, depuis les années 50, un déploiement vertical vers les étoiles, on a eu un enchâssement, en quelque sorte, horizontal. Et effectivement, on en est encore à un petit satellite autour de la Terre, voilà, et puis on ne va plus sur la Lune, ce qui a donné effectivement bon train à toutes les hypothèses possibles. Effectivement, là c'est à vérifier évidemment, sur, bon, on est allé sur la Lune mais on ne le sait pas, etc. Il y a peut-être des bases, on a peut-être été jusqu'à Mars, enfin bon, on peut délirer là-dessus. Bon. Sur l'hypothèse de la Lune à travers les images, c'est tout à fait juste. Ces images, c'est vrai, il y a des anomalies. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu un studio sur Terre qui refaisait exactement ce que faisaient les astronautes. Et il y avait toujours un décalage. Donc quand il y avait des choses trop importantes là-haut, parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait être rencontré là-haut, ben c'est les studios terrestres qui prenaient le relais, tout simplement. Il faut bien savoir que de la même façon que notre histoire a été réécrite, qu'elle a été manipulée, qu'on est configuré pour penser certaines choses, pour regarder dans certaines directions et pas d'autres, pour la conquête spatiale, ça a été pareil. Donc il y a bien eu des astronautes qui sont allés autour de la Lune, qui ont vu certaines choses, on sait qu'ils ne sont pas revenus comme ils étaient partis, ils n'étaient pas pareils, même ceux qui sont autour de la Terre ne reviennent pas tout à fait pareil, parce qu'ils voient des choses, mais effectivement, à cause de cette manipulation, on ne sait pas tout. C'est tout ce qui s'est passé. Alors effectivement, si on se base sur certaines photos qui ont été prises sur la Terre pendant l'exploration de la Lune, évidemment il y a des anomalies sur ces photos. En regardant vers le ciel, on regarde aussi à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et regarder à l'intérieur de nous-mêmes, c'est regarder notre histoire, c'est regarder comment nous avons essayé de comprendre le monde et comment nous interagissons avec ce monde. C'est ça qui compte. Et c'est ce que nous transmettons. Et ce que nous savons, ça ne nous appartient pas, donc c'est pour ça que nous transmettons cela.